beaucoup et bonjour à tous. Alors, moi c'est Moé et je suis juriste à la direction du numérique et de la modernisation. Ma principale mission, c'est d'accompagner les chefs de projet numériques dans la mise en conformité juridique de leur système d'information, applications, téléservices, etc. J'ai eu l'occasion de travailler avec Damien et ses équipes sur des problématiques liées aux données géographiques, mais je suis loin d'être une spécialiste sur le sujet. Par contre, j'ai pu également travailler avec WiCitao sur notamment l'open data. Et du coup, là, j'ai pu avoir un peu plus de réflexes, par exemple, sur la législation qui concerne le droit d'accès aux documents administratifs, la réutilisation des informations publiques, et tout ça, en fait, ça fait l'open data. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de revenir avec vous sur les différentes problématiques juridiques sur lesquelles j'ai pu être sollicitée. Comme ça, on a un petit partage d'expérience sur le sujet. Donc, on va commencer avec la communication de documents administratifs entre administrations. Alors déjà, je m'excuse d'avance pour tout le jargon juridique, mais voilà, la communication des documents administratifs entre administrations, c'est vraiment ce qui regroupe l'accès aux documents administratifs, l'open data, la réutilisation des informations publiques. Parmi vous, à main levée, qui représente une administration, s'il vous plaît? Ok, il y a du people quand même. Et parmi vous, aussi à main levée, est-ce que vous avez déjà eu besoin d'avoir accès aux données d'une autre administration? Ouais, quand même. Donc, il y a aussi du people. En fait, au départ, l'accès aux documents administratifs, ou en tout cas l'accès aux données administratives des administrations, eh bien, la CADA, donc la Commission d'accès aux documents administratifs, c'est l'autorité administrative indépendante qui s'occupe un peu de tout ça. Elle avait une position assez particulière de dire que en fait, ce droit d'accès ne concernait que les individus, que c'était un droit d'accès citoyen. Et donc, en fait, sa position, c'était de dire que, en fait, non, désolé, administration, c'est pas ouvert pour toi les données des autres administrations. Et en fait, cette position, elle a conduit à certaines situations pas très top. Donc déjà, il y avait des divergences de pratiques entre administrations. Entre les administrations qui se rangeaient derrière la CADA en disant « non, désolé, je ne peux pas te donner mes données », et les autres administrations qui disaient en fait, comme ce n'est pas vraiment interdit par la loi, peut-être que je peux te communiquer mes données. Et donc, à ce moment-là, elles passaient par l'étape études juridiques, faisabilité juridique. Et bon, ça prenait du temps et puis ça mobilisait le service juridique. Et puis, lorsque le service juridique disait « ok, c'est pas interdit, mais il faut conclure des conventions ». Donc là, on tombait sur la situation où, en fait, faire des conventions, c'est une charge administrative, ça prend du temps et ça mobilise aussi des personnes humaines. Et lorsque ça prenait trop de temps, en fait, il y avait carrément un effet de renoncement où l'administration qui demandait à avoir accès aux données préférait carrément abandonner et puis disait « bon, bah, c'est pas grave pour ce projet, on se passera de ces données ». D'autres administrations avaient par contre une stratégie de contournement, c'est-à-dire qu'ils répliquaient les données dans leur service. Ils essayaient de refaire eux-mêmes la base de données. Mais du coup, on était dans une situation aberrante où la personne qui demandait l'accès à titre personnel, à titre individuel, obtenait plus facilement l'accès à un document que s'il avait effectué la demande au nom de l'administration. Et c'est un constat d'autant plus aberrant qu'en fait, on a un rapport d'Almen Projet sur l'ouverture des données publiques de 2013 qui a démontré qu'en fait, les administrations étaient les principaux réutilisateurs des données publiques. Donc, on a de nombreux commentateurs, de nombreux observateurs qui ont appelé de leur vœu à ce que le législateur rende obligatoire la communication des documents administratifs entre administrations. Et en plus, ça présente pas mal d'avantages. Donc déjà, des externalités positives de production, de consommation et technologique, des effets de réseau, le renforcement de la transparence de l'action publique, donc ça c'est un peu similaire à l'open data, le développement de projets communs. C'est sûr que si je connais mieux la donnée des autres administrations, je peux voir des synergies, je peux faire des projets en commun, et surtout la réalisation de gains de productivité et budgétaire. Et donc, est-ce que le législateur a entendu cet appel? Eh bien oui. Et assez symboliquement, il a posé cette obligation de transmission de données entre administrations dans l'article 1er de la loi pour une république numérique, qui est quand même la loi qui a accéléré la circulation des données au niveau de la métropole.
Et cet article, il est applicable en Nouvelle-Calédonie. Donc, les principes à retenir de cet article. Les administrations sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi informatique et liberté, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations qui en font la demande pour l'accomplissement de leur mission de service public, tant que ces données sont communicables au sens de la loi. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur les notions juridiques dans les slides suivantes. Donc là, c'est hyper important. Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celles pour les besoins de laquelle les documents avaient été produits ou reçus à l'origine. Et ça, c'est super important parce que c'était le principal argument que les administrations opposaient pour dire non, désolé, je ne peux pas te donner ma donnée, moi je l'ai collectée pour ce service public, toi tu vas l'utiliser pour autre chose, donc c'est pas cool. En fait, là, le législateur, il a posé expressément que ce n'était pas du tout un obstacle. Et enfin, le régime juridique de l'accès aux documents administratifs est applicable aux échanges entre administrations. Ça aussi, c'est important, on le verra plus tard. Donc là, on rentre un petit peu dans la partie je vous explique les notions juridiques. Qu'est-ce qu'on entend par administration, notamment dans le contexte NC? Donc ici, c'est Nouvelle-Calédonie, les provinces, les établissements publics et autres organismes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités, donc la Nouvelle-Calédonie et les provinces, d'une mission de service public administratif et le cas échéant industriel et commercial. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par document administratif? Eh bien, ne soyez pas, c'est pas limitatif. Document administratif, ça peut vraiment recouvrir pas mal de documents. Donc déjà, c'est des documents qui sont produits ou reçus par l'administration dans le cadre d'une mission de service public. Mais ça peut prendre la forme de dossiers, rapports, études, comptes rendus, statistiques, directives, instructions, code source, tout support, que ce soit écrit, un enregistrement sonore, visuel ou sous format informatique ou numérique. Donc en fait, les données géographiques, elles rentrent également dans cette définition. Ensuite, ça c'est aussi la partie un peu importante, c'est la notion de document communicable, parce que tous les documents ne sont pas naturellement communicables. Donc un document est communicable lorsqu'il ne comporte pas de mention relative par exemple au secret de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, la sûreté, la sécurité publique. Bon, ça c'est assez logique, donc ces documents-là en fait ne sont pas communicables. Il y a aussi les secrets de la vie privée, la protection de la vie privée, le secret médical, le secret des affaires. Enfin, si un document est soumis à un droit d'auteur d'un tiers, là aussi le document ne peut pas être communiqué, parce que le droit de propriété intellectuelle s'y oppose. Par contre, un document qui, à l'origine, n'était pas communicable peut le devenir, notamment par occultation des mentions protégées, ou alors anonymisation des données personnelles, ou alors en demandant l'autorisation du titulaire du droit d'auteur de pouvoir communiquer ou publier le document tel quel. Donc, en fait, si on regarde toutes ces notions juridiques et qu'on les articule avec les principes de l'article 1er de la loi pour une république numérique, qui concerne la communication de données entre administrations, on voit qu'il y a quand même une certaine, un exercice à faire dans sa tête en se disant, bon, là on me demande un accès sur telle donnée, mais est-ce que c'est communicable? Est-ce qu'il y a des mentions protégées? Est-ce qu'il y a des données à caractère personnel? Est-ce que je respecte la loi informatique et liberté, etc. Donc si on revient un petit peu sur cet article, donc on a bien une obligation de communiquer les documents administratifs communicables dans le respect de la loi informatique et liberté aux autres administrations qui en font la demande. L'autre condition, c'est qu'il faut que la demande ait un lien avec la mission de service public de l'administration. Donc ça, c'est aussi un exercice que l'administration qui est sollicitée doit faire. Enfin, le régime applicable étant le droit d'accès aux documents administratifs, une convention, dans ce cas-là, ne sera pas nécessaire. On pourra communiquer les données telles quelles. Donc voilà pour cette partie-là. Je passe maintenant sur un autre sujet qui peut également être pas mal, c'est simplifier votre gestion administrative. Là encore, à main levée, combien d'entre vous travaillent parfois sur l'élaboration de conventions d'échange de données? Ok. Est-ce que vous aimez ça? Ok. Bon, alors, dans certains cas, il faut toujours passer des conventions, sauf, par exemple, si vous avez des licences d'utilisation, des données à caractère personnel, etc.
Et donc, en tant que fournisseur de données, vous avez certaines responsabilités. Par exemple, fournir une donnée de qualité, et la plus actuelle possible, être garant de la diffusion et des mouvements de la donnée, et vous assurer du bon usage de la donnée par rapport à la licence d'utilisation. Et dans ces situations-là, une gestion administrative du SIG est carrément indispensable. Donc les outils traditionnels dans ces cas-là, c'est la fameuse convention de mise à disposition, qui va traiter du contexte de la mise à disposition, la liste des données qui vont faire l'objet de la mise à disposition, les modalités de prêt et de rendu, et le cas échéant de suppression. À côté de ça, vous avez la convention d'échange de données. Donc le principe est le même, sauf que dans l'échange, on va aborder en plus soit la récupération des données, soit l'échange de données périodiques entre le fournisseur et le demandeur. Mais tout ça, en fait, ça représente une charge administrative entre la gestion des négociations, l'étude, par exemple, de faisabilité juridique, la préparation des conventions, les allers-retours entre les partenaires. Et toutes ces étapes demandent du temps. Et donc, entre le début des négociations et la fourniture finale de données, il s'est souvent écoulé parfois jusqu'à 6 mois, si ce n'est pas plus. Et donc, on a estimé que ça peut représenter jusqu'à 20% de la charge de travail d'un responsable SIG. Et à l'aube de ce chiffre, de ce nombre, on peut se dire, mais comment est-ce qu'on peut éventuellement réduire cette charge administrative? Et donc là, je souhaitais vous présenter un produit qui est en cours d'élaboration au sein de la direction du numérique et de la modernisation, qui n'est pas encore en production et sur lesquels nos équipes travaillent encore. Il s'agit de la plateforme api.gouv.nc. Le contexte, c'est que nous avons souhaité mettre en œuvre le principe Dites-le-nous une fois, qui a déjà une existence juridique grâce à la délibération du 16 avril 2020. Et donc, il s'agit d'un cadre d'échange de données qui va permettre de simplifier la vie des usagers et des entreprises parce que ce ne sera plus à eux de produire les données ou les pièces justificatives, mais les administrations pourront échanger entre elles directement ces données avec le consentement des usagers. Donc, c'est différent de l'open data parce que dans ce contexte-là, on a des bases de données qui contiennent des données à caractère personnel. Alors, au niveau du fonctionnement, ce que je peux déjà vous dire, c'est que api.gouv.nc, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir retrouver un catalogue d'API, donc des web services. Il sera possible de créer des comptes en ligne sur cette plateforme. Donc, si vous êtes par exemple fournisseur, imaginons Lisée pourra créer son compte fournisseur pour pouvoir mettre à disposition par exemple le RIDET. Le bénéficiaire pourra également créer son compte, par exemple la CAFAT. Pour ces procédures, la CAFAT parfois demande le RIDET, par exemple, des entrepreneurs. Il y aura également une gestion des accès. Donc la Lisée, par exemple, pourra contrôler la demande de la CAFAT qui souhaite avoir accès au RIDET et dire, bon bah voilà, la CAFAT, elle m'a dit que par rapport à cette délibération, elle demande le RIDET, donc elle a vraiment besoin d'en connaître, donc ok, je vais lui donner l'accès au RIDET. Et ensuite, il y a une acceptation des CGU en ligne pour les fournisseurs et les bénéficiaires. Bien évidemment, à chaque fois que l'usager se connecte, c'est lui qui donne le consentement, donc c'est lui qui a au final toujours la maîtrise de ses données personnelles. Le lien, il est bien parce qu'en fait, vous n'aurez plus à conclure des conventions. Et effectivement, il y aura des administrations qui seront obligatoirement sur api.gouv.nc parce qu'elles seront dans le cadre d'échange de une fois. Mais si vous avez des bases de données, par exemple géographiques, qui sont souvent sollicitées et que vous concluez tous les ans le même type de convention, et si vous y voyez un intérêt, vous pourrez développer un genre de web service, le mettre sur api.gouv.nc et l'administration de la plateforme sera beaucoup moins prenante que justement le balai des conventions à faire tous les ans, etc. etc. Donc voilà pour cet outil qui pourra vous être présenté un peu plus en détail lorsqu'il sera vraiment mis en production, etc. Enfin, je voulais également adresser tout ce qui est commande d'œuvres de l'esprit. Donc c'est toutes les créations intellectuelles originales. Ça peut être des rapports, des études, des schémas directeurs, des plans, certaines photographies et prises de vue aériennes qui sont commandées auprès d'un tiers. Donc le régime légal est organisé par le Code de la propriété intellectuelle et un des principes fondamentaux, c'est que l'auteur jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété.
Donc le titulaire de la propriété intellectuelle, c'est l'auteur, donc la personne physique qui a créé l'œuvre, et on a pas mal de conséquences. Donc déjà, le contrat de commande n'emporte pas dérogation à la propriété, sauf à ce que cette dérogation soit expresse et faite selon les règles du Code de la propriété intellectuelle. Donc en fait, il n'y a pas de corrélation entre le fait de financer la réalisation d'une création intellectuelle et l'attribution automatique des droits de propriété intellectuelle dont l'auteur va de toute façon demeurer investi tant que le contrat ne le dispose pas autrement. Donc en fait, toutes les études, analyses, enquêtes commandées par une administration demeurent la propriété de leur auteur, même s'ils ont été réalisés et financés, réalisés à l'initiative de l'administration et financés par elle. Donc, dans ces situations-là, la recommandation, c'est d'organiser dans vos contrats la cession des droits via l'ajout d'une clause de cession qui va devoir obligatoirement aborder les points listés parce que c'est des points qui sont fixés par le Code de la propriété intellectuelle. Donc, vous avez la nature du droit cédé, le mode d'exploitation qui est envisagé, l'étendue du domaine d'exploitation, la destination envisagée, le lieu, la durée, la rémunération éventuelle, ce n'est pas obligatoire, et le caractère exclusif ou non. Alors, que faire si une telle clause n'a pas été négociée? Dans ce cas-là, il faudra demander systématiquement l'autorisation au titulaire du droit de propriété intellectuelle avant la communication des données. Donc aujourd'hui, on est un peu dans l'ère du temps où il y a justement cette circulation du savoir qui est à la mode. Donc en général, les gens disent OK, mais de toute façon, cette demande de communication, elle est obligatoire. Et voilà pour les 3 petits points que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je vous remercie.